Imaginez un monde qui est partout, sur nous, en nous, et pourtant complètement invisible. Aujourd'hui, on part en voyage. Un voyage dans le monde fascinant des microbes, dans cet infiniment petit qui a, vous allez le voir, un impact absolument gigantesque sur nos vies. Oui, des milliards et des milliards d'organismes. Ce n'est pas une image, c'est une réalité, une sorte de jungle invisible qui vit sur nous, en nous. Et le plus fou, c'est qu'on commence à peine, mais alors à peine, à l'explorer. Alors la question qui se pose, c'est comment ? Comment a-t-on fait pour découvrir un monde qui, par définition, échappe complètement à nos sens ? Eh bien, c'est l'histoire d'une quête assez incroyable, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ok, première chose à faire pour comprendre ce monde, c'est de parler de son échelle. Et là, il faut s'accrocher parce que c'est une dimension qui défie un peu l'imagination. Ça redéfinit pas mal de choses sur ce qu'on croyait savoir sur la vie. Alors, pour se faire une idée, prenez une bactérie. C'est à peu près 1 micromètre. C'est déjà minuscule, on est d'accord. Mais alors un virus, ça peut être jusqu'à 1000 fois plus petit que ça. 1000 fois. Pour vous donner une image, c'est un peu comme comparer un être humain à une toute petite souris. Voilà l'échelle. C'est un vrai vertige, ce changement de perspective. Et donc, la science qui s'occupe de cartographier tout cet univers, ça s'appelle la microbiologie. Son but, c'est un peu comme une enquête, traquer, identifier et comprendre ces êtres vivants, notamment pour comprendre les maladies qu'ils peuvent provoquer. Mais bien sûr, avant de pouvoir comprendre tout ça, il fallait d'abord pouvoir le voir. Et pour voir l'invisible, il a fallu le génie de quelques pionniers, les premiers à avoir ouvert une petite fenêtre sur ce monde inconnu. Alors tout commence vraiment au XVIIe siècle. Un certain Anthony van Leeuwenhoek, avec les microscopes qu'il fabriquait lui-même, est le tout premier à observer ce qu'il appelle des animalcules. C'est le début. Mais la vraie révolution, elle arrive bien plus tard. D'abord, il y a Louis Pasteur qui démontre que la vie n'apparaît pas comme ça par magie, la fameuse génération spontanée, et que les microbes sont en fait partout. Et puis il y a Robert Koch, et lui, il fait le lien décisif. Un microbe précis cause une maladie précise. Et là, c'est la fin d'une époque. L'ère de la superstition commence à sérieusement vaciller. Ce premier postulat de Koch, ça nous paraît peut-être évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une révolution. Le micro-organisme doit être présent chez tous les sujets malades et absent chez les sujets sains. C'est simple, c'est logique et ça change tout. Pour qu'un microbe soit coupable, il faut le retrouver sur toutes les scènes de crime et nulle part ailleurs. C'est cette règle qui a commencé à mettre fin à des siècles de croyances et de superstitions sur les maladies. Et Koch, il ne s'est pas arrêté à cette simple phrase, non. Il a créé une véritable méthode d'enquête policière, si on veut, un protocole en 4 étapes, béton. Étape 1, on isole le suspect chez tous les malades. Étape 2, on le fait grandir tout seul en labo en culture pure pour être sûr que c'est bien lui. Étape 3, on provoque la même maladie en l'inoculant à un sujet sain. C'est la reconstitution du crime. Et enfin, étape 4, on réisole le même coupable chez la nouvelle victime pour être certain. C'est cette méthode super rigoureuse qui a permis d'identifier les criminels un par un. Et encore aujourd'hui, c'est la base de la microbiologie médicale. Alors, armés de cette méthode de choc, les scientifiques de la fin du 19e siècle se sont lancés dans on peut dire une véritable chasse aux microbes. C'est une période d'effervescence incroyable qu'on a appelée l'âge d'or de la microbiologie. Et là, en quelques dizaines d'années à peine, c'est une avalanche de découvertes. Koch, encore lui, identifie les bacilles de la tuberculose et du choléra. Hop, Klebs et Loeffler trouvent celui de la diphtérie. Kitasato et Yersin, celui de la peste. D'un coup, les grands fléaux de l'humanité avaient un nom, un visage. Et pendant que cette chasse battait son plein, Pasteur, de son côté, commençait à développer les premières armes pour riposter, les vaccins. Bon, on savait identifier les ennemis, on commençait à s'en protéger. Mais pour les combattre vraiment, pour les tuer une fois qu'ils étaient dans l'organisme, il manquait encore l'arme ultime. Et cette arme, elle va arriver un peu par accident. Une découverte qui va absolument tout changer. On est en 1928. Alexander Fleming rentre de vacances et retrouve une de ses boîtes de culture de bactéries complètement contaminée par une moisissure. Le réflexe normal, tout jeter à la poubelle. Mais Fleming, il est curieux. Il regarde de plus près et il voit un truc incroyable. Autour de la moisissure, il y a un cercle vide, une zone où toutes les bactéries sont mortes, comme si elles avaient été pulvérisées. Il venait de découvrir, sans le chercher, la pénicilline. C'est la naissance du premier antibiotique, une découverte accidentelle qui allait sauver des millions et des millions de vies. C'est une histoire géniale, c'est vrai. Mais revenons à aujourd'hui. Avec cette diversité incroyable de microbes, comment on fait pour s'y retrouver ? Comment les scientifiques arrivent à mettre un peu d'ordre dans ce qui ressemble à un immense chaos ? Eh bien, la réponse, ça tient en un mot, la taxonomie. C'est la science de la classification. Son job, c'est de ranger, de classer les microbes en familles, en genres, en espèces. Bref, de mettre de l'ordre. On peut voir ça comme le fait de créer le portrait robot d'un suspect. Plus le portrait est précis, mieux on sait à qui on a affaire, et donc mieux on peut choisir la bonne arme pour le neutraliser. Et une des toutes premières étapes de ce portrait robot, c'est un test tout simple mais absolument génial, la coloration de Gram.
En gros, on met un colorant violet sur les bactéries. Certaines, à cause de la structure de leurs parois, vont le garder et devenir violettes. D'autres, non. On les sépare alors en 2 grands groupes, les grammes positifs et les grammes négatifs. Et ça, c'est un indice crucial. C'est un peu comme savoir si un ennemi a une armure en bois ou en métal. Ça ne demande pas les mêmes armes pour le vaincre. Eh bien là, c'est pareil. Elles ne seront pas sensibles aux mêmes antibiotiques. Deuxième étape, on regarde leur tête, leur forme au microscope. Est-ce que ce sont des petites sphères, des sortes de billes? Dans ce cas, ce sont des coccis. Est-ce qu'elles sont allongées comme des bâtonnets? Là, ce sont des bacilles. Elles peuvent aussi être en forme de virgule ou même de spirale. Chaque forme, c'est une nouvelle pièce qu'on ajoute au puzzle pour reconstituer leur identité complète. Bon, on a vu l'histoire, les méthodes d'identification. Mais au fond, pourquoi tout ça est si important? Quel est l'impact réel de ce monde microbien sur nous, au-delà du fait qu'il puisse nous rendre malades? L'impact, il est tout simplement colossal. Et pas seulement en médecine, évidemment. Pensez à l'agriculture. Sans les bactéries qui fixent l'azote dans les sols, les plantes ne pourraient pas pousser. Pensez à ce qu'on mange, pas de fromage, pas de yaourt, sans fermentation microbienne. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup de nos antibiotiques les plus puissants sont produits par d'autres microbes. C'est la preuve qu'ils sont loin d'être seulement nos ennemis. Ce sont en fait des partenaires essentiels, indispensables à la vie sur notre planète. Alors, après plus d'un siècle de découvertes incroyables, on pourrait se dire « ça y est, on maîtrise ». Mais est-ce vraiment le cas? Quand on voit des bactéries qui deviennent résistantes à tous nos antibiotiques, quand on voit des virus inconnus émerger d'un coup, la question reste entière. Est-ce qu'on a vraiment maîtrisé ce monde ou est-ce qu'on a juste gagné quelques batailles dans une conversation avec l'infiniment petit qui, elle, ne s'arrêtera jamais?